49% des actifs donc, qui ont déjà été exposés disent avoir déjà été exposés à un agissement sexiste ou sexuel dans les 12 derniers mois. Donc, on a dans nos chiffres 86% de femmes et on a 49% des actifs. Parce que, évidemment, le comportement sexiste ne concerne pas que les femmes. Voilà, ça peut aussi concerner des hommes. Mais on a quand même, donc on a un actif sur deux, voilà, qui est victime de comportements sexistes. Parmi les 4 femmes sur 10 voilà, qui sont victimes de harcèlement sexuel au travail, 70% des victimes disent qu'ils n'en ont jamais parlé à leur employeur ou au CSE. Donc, quand on a des statistiques, on a des chiffres assez massifs, mais il faut savoir que 70% des victimes n'en ont jamais parlé. Donc, du coup, on pourrait multiplier par les chiffres pour les augmenter de façon énorme. Et parmi donc l'ensemble des victimes, il y en a seulement 2% qui ont porté plainte. Donc, on est sur un phénomène massif, mais un phénomène aussi un peu caché, en fait, de cette situation. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que même si vous êtes dans une entreprise où il vous semble que le climat est serein, où vous semblez qu'il n'y a pas de souci, ben, il y en a forcément d'un point de vue statistique. C'est évident que voilà, personne n'échappe réellement. Donc, aucune entreprise ne peut échapper à des comportements sexistes ou à des situations plus graves de harcèlement, d'agissement ou même d'agression. Et donc, on est sur un phénomène qu'il faut qu'on arrive vraiment à déconstruire. Et souvent, on le dit, quand il y a 2% de victimes seulement qui ont porté plainte, ça veut dire que le silence ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. Et là, je vous propose un petit exercice. Alors, je ne sais pas, Marine, c'est bon, tu es prête? Tu as lancé Je suis prête. Voilà. Oui. Donc, l'idée, c'est que, alors, on est en format webinaire. Donc là, vous êtes 58 connectés actuellement. Et l'idée, c'est que, on ne va pas pouvoir prendre la parole, tout le monde, mais je vous propose plutôt un format sondage, voilà, pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'un agissement sexiste, un harcèlement sexuel, une agression sexuelle, une discrimination. Voilà. Donc, je vous propose, donc, soit ceux qui ont des smartphones peuvent flasher le petit QR code qui est sur le PowerPoint, ou ceux qui préfèrent se connecter, vous pouvez aller sur Google, vous tapez slido.com avec le code secret et vous pouvez rentrer dans le sondage. Je vois que les participants commencent à se connecter, donc ça a l'air de fonctionner. Super. C'est une grande première pour moi. Je n'ai jamais testé cet outil-là, mais moi, je trouve que c'est un peu plus participatif. Alors, J'ai le droit de jouer pour une fois? Ouais, ta réponse va être noyée dans le nom, tu peux. Mais tu vas connaître les... Ah, quoique. Tu n'as pas d'excuse, tu ne dois pas faire d'erreur. Est-ce que tu sais, Marine, combien de personnes sont connectées là? justement, je suis en train de regarder. J'ai les noms. 40 personnes. 42, Ouais. 43. S'il y en a qui ont des difficultés, n'hésitez pas à mettre un message dans la conversation. Il reste 4 personnes à se connecter. Waouh. 2. Alors, bravo à vous, parce qu'en un temps record, on arrive à voir tout le monde, quasiment. Alors, il manque 3 personnes. Ah non, ça y est, 53. Encore 2 personnes, a priori. Une personne. Bon. Ah.
y a une personne qui n'y arrive pas. Alors, je réexplique la procédure si jamais c'est problématique. Il suffit d'aller sur le site slido.com et de rentrer le code, sans la partie code évidemment, juste les chiffres. Voilà. Donc, c'est 3384 262. Sans l'espace, tout attaché. Ouais. Et ben, c'est parfait. Eh bien, parfait. Donc, C'est parti. on y va. Alors, la première question. Mettre la main aux fesses à sa collègue de travail, c'est du harcèlement sexuel? Alors, oui ou non? Vous avez un temps imparti. Oui, il y a 15 secondes. Alors, il y a 75% des répondants qui ont mis oui et 25 non. Ah, eh bien, non. Voilà. Ce n'est pas un harcèlement sexuel. On est sur une agression sexuelle. Exactement. Donc, c'est plus grave que du harcèlement sexuel. Pourquoi? Parce que mettre la main aux fesses, il y a un contact physique. Donc, en droit, voilà, c'est une agression sexuelle. Ce qui distingue une agression d'une agression sexuelle, c'est la zone dans laquelle il y a un contact un contact physique. Les 5 zones qui sont reconnues d'un point de vue pénal, en tout cas, pour qualifier l'agression en agression sexuelle, c'est la bouche, c'est la poitrine, les fesses, le sexe et les cuisses. Voilà. Donc, si on vous touche c'est une de ces 5 zones, ou plusieurs, c'est une agression sexuelle et pas du harcèlement sexuel. Question suivante. Alors, Julie reçoit régulièrement des messages à connotation sexuelle de son collègue alors qu'elle ne répond pas. Est-ce du harcèlement sexuel ou un agissement sexiste? Tadam. 90% des personnes ont répondu harcèlement sexuel et 10% agissement sexiste. Alors, on est sur du harcèlement sexuel. Et le mot-clé, en fait, le mot-clé, c'est le mot régulièrement. Donc, c'est-à-dire que ça pourrait être un agissement sexiste, on va dire, si c'est une fois. Mais du moment qu'il y a le mot régulier, donc ça veut dire que le harcèlement sexuel, c'est quelque chose qui se répète. Par contre, la répétition, il n'y a rien qui est écrit dans les textes qui dit combien de fois ou dans le laps de temps. Donc, c'est-à-dire que pour qualifier un comportement en harcèlement sexuel, il faut qu'il y ait une répétition. Ça peut être 2 fois par jour, 1 fois par an, 1 fois tous les 5 ans, peu importe. Il faut qu'il y ait une répétition et qu'elle se passe dans différents moments dans le temps, peu importe. Mais on est bien là sur un harcèlement sexuel. Question suivante, c'est dire à une collègue qu'elle est trop émotive pour diriger une équipe. Est-ce un agissement sexiste ou une discrimination? Alors, 41% ont répondu agissement sexiste et 59% discrimination. Bon. Alors, on est sur un agissement sexiste. Pourquoi est-ce qu'on est sur un agissement sexiste? Parce que elle n'a pas été, ça aurait été une discrimination si on ne lui avait pas donné le poste de chef d'équipe. Mais en l'occurrence, là, c'est une réflexion.
une réflexion, oh, t'es trop émotive, là c'est pas possible, enfin voilà, ça va être trop difficile pour toi. Souvent en plus c'est camouflé comme du bien-être en fait, on va dire. Ah mais non mais je prends soin de toi, t'es trop émotive, t'es quelqu'un de sensible, ça va être difficile pour toi de diriger une équipe. Bon bah ça, typiquement on est sur un comportement sexiste peut-être bienveillant mais c'est quand même sexiste et donc c'est qualifié d'agissement sexiste. Un chef propose à une employée une promotion à condition de coucher avec lui. Cela ne se produit qu'une seule fois. Harcèlement sexuel, oui ou non? Alors, 40% ont répondu oui et 60% ont répondu non. Eh bien, on est oui. Oui, c'est du harcèlement sexuel. Alors oui, c'est du harcèlement sexuel. Alors il y avait un piège, hein, parce que j'aime bien de temps en temps mettre des petits pièges. En fait, le piège, c'était cela ne se produit qu'une seule fois. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans un harcèlement sexuel, il fallait qu'il y ait une répétition. Mais sauf que là, c'est un supérieur hiérarchique. Et en fait, ce que dit le code, c'est que si c'est quelqu'un qui a autorité, pouvoir sur la personne, c'est un facteur aggravant. Et donc là, il n'y a pas besoin de répétition. C'est tout de suite qualifié en harcèlement sexuel. Donc le harcèlement sexuel, c'est entre collègues ou autres, il faut qu'il y ait une répétition pour le qualifier. Par contre, si c'est un supérieur hiérarchique, là, pour le coup, on est vraiment sur du harcèlement sexuel parce qu'il y a un facteur aggravant. Refuser une promotion à une salariée parce qu'elle est enceinte. Est-ce une discrimination ou un agissement sexiste? Alors, 90% ont indiqué que c'était une discrimination et 10% un agissement sexiste. Bon, ben, bien joué. C'est bien une discrimination. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, là, on a refusé une promotion. Donc, du coup, elle a été pénalisée dans sa carrière professionnelle. Et là, en fait, la discrimination, il y a 26 critères qui ont été qui sont déterminés comme discriminants. Et donc, le sexisme fait partie d'un critère. Et là, en l'occurrence, c'est bien parce que c'est une femme, c'est bien parce qu'elle est enceinte qu'elle n'a pas eu sa promotion. C'est pas parce qu'elle n'est pas compétente, c'est pas parce que, enfin voilà, elle a eu le motif pour le refuser est un motif discriminant. Et donc, du coup, on est bien sur une discrimination. Alors, lors d'une réunion d'équipe, Sophie propose une idée, mais son manager l'interrompt systématiquement et passe la parole à un collègue masculin. Est-ce un agissement sexiste ou une discrimination? Alors, 94% ont indiqué que c'était un agissement sexiste et 6% une discrimination. Donc, bien joué, on est bien voilà, sur un agissement sexiste. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent, hein, vécu par les femmes auxquelles on coupe la parole régulièrement en réunion. C'est souvent fait involontairement, hein. Il y a pas, mais en l'occurrence, quand ça se produit, ça a un effet sur la personne qui petit à petit en fait perd l'habitude de prendre la parole en réunion, parce que de toute façon, elle a toujours la parole coupée. Et derrière, ça entraîne un sentiment
on ne se sent pas légitime à intervenir et de moins en moins légitime à proposer des choses. Donc, du coup, on nuit très clairement à la confiance en soi, on nuit très clairement à la personne qui, elle, ne peut plus évoluer ou se sentir à l'aise dans l'équipe. Donc, on est très clairement sur un agissement sexiste qui peut avoir des conséquences après assez importantes et notamment un syndrome qui est bien connu chez les femmes qui s'appelle le syndrome de l'impostrice. Puisque du coup, au bout d'un moment, à force de vivre ce genre de situation, on perd confiance en soi et en son travail. 7, donc des calendriers, des fonds d'écran d'ordinateur avec des femmes dénudées. C'est du harcèlement sexuel? 35% ont répondu oui, pour 65% qui ont répondu non. Eh ben, la minorité va l'emporter, puisqu'on est bien sur du harcèlement sexuel. Alors, pourquoi? Parce que on a sous les yeux, tous les jours, quelque chose de très suggestif. Puisqu'on a, alors typiquement, on le voit souvent dans les ateliers ou autres ailleurs, enfin bref, on voit des calendriers de femmes nues. Et donc, imaginez donc un environnement masculin avec des femmes qui passent devant tous les jours, et ben du coup, elles savent qu'il y a une suggestion de fait, et donc c'est considéré dans le droit comme du harcèlement sexuel. Ce n'est pas un agissement sexiste puisque du coup, c'est quelque chose qui est répété tous les jours, on le voit tous les jours. Et enfin, dernière question, puisque du coup, j'ai souvent la remarque, donc à force de parler de harcèlement sexuel au travail, on risque de tuer la séduction au travail? %, des participants ont répondu vrai, contre 82% qui ont répondu faux. Ouais, alors, effectivement, c'est faux, mais effectivement, on me fait souvent la remarque. Pourquoi on me fait souvent la remarque? Parce qu'on me dit: «Oh, mais ça veut dire que je peux plus être avec une femme dans un ascenseur parce qu'on tout seul, parce qu'on sait jamais, j'ose plus rien faire». Enfin, donc non, en fait, il faut comprendre la différence entre harceleur et séduction au travail. Il faut, un séducteur, il cherche à plaire. Il cherche le consentement de la personne, en fait. Il veut séduire, donc il veut laisser le choix à la personne de dire oui ou de dire non. Voilà. Tandis que le harceleur, lui, il ne laisse pas le choix. Il exerce un pouvoir. La réciprocité, ce n'est pas son truc, ce n'est pas son sujet. Et il y a aussi une atteinte à la dignité de la personne. Donc, il faut comprendre la différence entre les deux. La séduction au travail, c'est voilà, tant que c'est on cherche la réciprocité et qu'on cherche à la personne le choix de dire non mais là bon voilà ta séduction c'est non voilà et la personne elle arrête hein, parce que c'est pas un harceleur, ça devient un harceleur s'il insiste et s'il porte atteinte à la dignité de la personne et qu'il n'y a pas cette recherche justement de réciprocité. Voilà, on est sur ces deux niveaux. Donc, on voit bien, à travers ce que je vous ai dit, l'agissement sexiste, le harcèlement sexuel, il y a des frontières pas toujours simples à déterminer, la discrimination, etc. Mais on est, parce que là, moi, ce que je vous donne comme réponse, c'est je m'attache à quoi? Je m'attache au code du travail, je m'attache au code pénal pour pouvoir répondre et qualifier les faits. Et c'est important qu'on sache de quoi on parle, puisque du coup, on met le mot harcèlement maintenant un peu à toutes les sauces, mais tout n'est pas du harcèlement, mais tout n'est pas que du agissement sexiste non plus, ou de la discrimination. Voilà.
Donc voilà, bah merci d'avoir participé à ce petit questionnaire, mais ça me semblait plutôt intéressant voilà, d'aborder les notions avec vous sous ce format-là, un peu plus participatif, malgré le format webinaire qui, moi, me perturbe puisque j'entends personne. L'idée, à travers ça, donc je voudrais vous passer une petite vidéo pour que vous puissiez comprendre qu'une fois qu'on sait voilà, les notions, les différentes notions, de quoi on parle, comment le système, en fait, c'est quelque chose qui est forcément systémique dans l'entreprise. Quand je dis que 4 femmes sur 10 sont victimes de harcèlement sexuel, quand une entreprise fait une enquête suite à un harcèlement sexuel, dans 100% des cas, 100% des cas, on découvre que c'est parce qu'on a laissé instaurer un climat, parce qu'on n'a pas mis les garde-fous, parce qu'on n'a pas cherché à traiter le sujet. Et donc, je pense que cette petite vidéo est pas mal pour illustrer. Voilà. Alors, est-ce que vous entendez le son? C'est bon? Non, ah non, on n'entend Non, pas le non, son. vous n'avez pas le son. Alors, c'est toujours comme ça quand on fait... comment je pourrais vous donner le son? Tac, tac, parce que sans son, ça va pas être drôle. Essaye peut-être de partager uniquement Ah, la... c'est bon, j'ai trouvé. Ah. Bonne journée, mon amour. Attends, j'ai besoin de ton avis. Pantalon ou jupe? Tu seras magnifique quoi qu'il arrive. À ce soir? Merci mon cœur. À tout à l'heure. J'ai une petite préférence pour la jupe quand même. Bonjour. Bonjour. Ça se réchauffe un peu ici, vous trouvez pas? Ces changements de température, c'est vraiment à quoi se choper quelque chose. Fais pas cette tête. C'est pas parce que t'es au régime que t'as pas le droit de regarder le menu. Un autographe, mademoiselle? Vous comptez me la faire tous les matins? C'est ce que je pourrais te faire d'autre tous les matins. C'est l'euphémisme de dire que nous avons atteint nos objectifs. Bravo les gars, vous avez fait un très bon boulot. Et je voudrais ajouter une mention spéciale pour Hugo, qui a vraiment explosé ses chiffres. Bravo Hugo. On est vraiment très fiers de t'avoir dans notre équipe. Merci. Bon les gars, merci. Fin de réunion. Ah Ben, je voulais te dire, on a trouvé finalement une consultante pour ta mission de Lyon. Je vais te la présenter. Et ben voilà. Tu vas pouvoir te faire plaisir tous les matins. On se prendra bien une petite bière après le boulot, les garçons, non? Ah, je dis pas non. Eh ben ouais, avec plaisir, ouais. Ouais. Ah, Alice Tillman, Benjamin Raymond. Enchanté. Enchanté. On va dans mon bureau. Donc voilà ce qu'illustre cette vidéo. Alors, maintenant, il faut que je retrouve. Voilà. L'idée, c'est que à travers cette vidéo, ce qu'on illustre, c'est que une petite blague, on laisse passer, une réflexion, on laisse passer, et puis petit à petit, en fait, on rentre dans cet engrenage, et en entrant dans l'engrenage, ce Hugo qui, au départ,
voilà, il trouve sympa que sa copine mette une petite jupe pour aller au boulot. Il est enfin, ça le choque la façon dont son collègue parle à la femme qui rentre dans l'ascenseur, à la secrétaire. Et il arrive au bout du bout où c'est lui qui commence à faire également une blague parce qu'il se sent inséré et on le félicite, il est inséré dans l'équipe et donc du coup, bah, voilà, c'est autorisé ici, donc je le fais, je fais ma petite blague. Mais maintenant, bah, si on s'interroge, qu'est-ce que cet homme-là va faire avec sa consultante à Lyon, quoi? Est-ce qu'on est... voilà, donc du coup, on voit bien que petit à petit, en autorisant un certain nombre de choses, eh ben, on glisse. On glisse et le fait de glisser comme ça, eh ben, on a ce que moi j'ai appelé en fait au final un système de domino. Vous savez, un domino entraîne un autre domino, entraîne un autre domino, etc. Et donc, il faut qu'on arrive à mettre des garde-fous hein, pour bloquer ces dominos. Il y a des signaux qui sont faibles, des comportements qu'on banalise. Et l'idée, ben, c'est de pouvoir les repérer, que chacun prenne conscience, en fait, que ben, il faut prendre soin des uns des autres, qu'il faut respecter la dignité, le consentement dans l'entreprise. On est dans le travail, hein, on n'est pas... voilà, on est... Donc, il faut respecter tout ça. En gros, on a les conséquences, la discrimination, l'agissement sexiste, le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle avec une faute d'orthographe d'ailleurs, et le viol. Et de ça, on a une cause. Et la cause, bah, c'est les stéréotypes de genre, stéréotypes de façon globale. Hein, on a le sexisme, donc 3 formes de sexisme, bienveillant, hostile et masqué. Et les conflits non gérés et les rapports de pouvoir. Les uns entraînent les autres. Des situations, alors moi j'anime hein, des ateliers régulièrement en entreprise, etc. Et c'est systématique, s'il y a agissement sexiste, harcèlement sexuel, c'est parce qu'il existe toutes ces causes-là. Et quand on anime des ateliers et qu'on travaille sur la sensibilisation, on s'aperçoit bien qu'il y a des choses qui sont bien ancrées, hein, malgré nous, hein, parce qu'on est tous, alors là, il faut être très, très humble sur le sujet, parce qu'on en est tous pétris de ces stéréotypes. Voilà, des fois, c'est un peu culturel, mais il faut déconstruire tout ça. Et en plus, alors là-dessus, ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, en tant qu'élu de CSE, c'est que ces sujets-là, ce sont des sujets qui sont sous la responsabilité de l'employeur. C'est l'employeur qui, lui, est responsable dans l'entreprise de la sécurité, de la santé de ses salariés. Donc, c'est à lui de mettre en place des choses. Et il met en place des choses, alors ceux qui ont déjà fait des formations santé, sécurité et conditions de travail, ils ont déjà entendu parler de la prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. L'employeur connaît par cœur voilà, tout ça. Et donc, il faut que vous, élus de CSE, vous êtes totalement légitime. Donc, il y a les référents harcèlement sexuel, mais pas uniquement eux. Il y a l'ensemble des équipes en entreprise. Vous êtes aussi force de proposition auprès de l'employeur. Vous êtes là pour interpeller et pour représenter les salariés. Et à ce titre, donc, vous pouvez agir au niveau de la prévention primaire. Comment? Eh bien, l'idée, c'est qu'on va éviter que le risque n'apparaisse. Donc, pour éviter que le risque n'apparaisse, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va essayer d'instaurer dans l'entreprise la culture du respect. Voilà. Ce que je dis souvent, on prend soin des uns des autres, même au sein d'une équipe. Donc, du genre, en réunion, la remarque, et non, mais alors arrête de parler parce qu'avec ton décolleté, tu me perturbes. OK, et ben donc du coup, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait d'autres personnes dans l'entreprise qui a un réflexe en disant je mets au compte-rendu cette remarque ou quoi? Enfin voilà, il faut qu'on arrive à stopper les choses. L'organisation du travail aussi est un facteur, donc il faut y travailler. Et donc, il faut en mettre en place des outils de sensibilisation et il faut répéter régulièrement les choses. Quand on va parler de la prévention secondaire, là, on va plutôt être sur, dès les premiers signes, hein, on va agir. Donc, vous avez un rôle d'écoute, d'alerte, d'ajustement et de médiation dans l'entreprise. Et puis, la prévention tertiaire, donc là,
il s'est avéré qu'il y a eu un incident, une violence, ben, vous avez des pouvoirs, un pouvoir d'enquête, d'alerte, d'interpellation. Vous allez accompagner. Alors, accompagner le salarié, c'est auprès de l'employeur, dans l'entreprise. Par contre, une personne qui est victime de violence, il y a d'autres sujets à traiter. Et là, moi, je vous conseille très, très fortement d'aller à la rencontre d'une association voilà, autour de chez vous qui accompagne les femmes victimes de violences. Et c'est pour ça que sur ce webinaire, j'ai invité le CIDFF, puisque le CIDFF est présent partout en France, et ils vont pouvoir, voilà, tout à l'heure, je laisse la parole pour pouvoir qu'ils vous expliquent comment ils travaillent et ce qu'ils apportent aux salariés. Et puis après, il va falloir travailler pour prévenir la récidive. Voilà, parce qu'en plus, si le harceleur est encore présent dans l'entreprise, il va falloir traiter le sujet. Donc, vos moyens d'action, vous, c'est la formation, le droit d'alerte, le droit d'inspection, le droit d'enquête, la consultation du CSE, avec des outils comme le DER, les fiches enquête, la communication, le code du travail, le code pénal, le règlement intérieur de l'entreprise. Et les différents acteurs, l'écosystème qu'il y a autour de tout ça, c'est avant tout l'employeur, parce que c'est lui qui est responsable, avant tout. Les salariés, parce qu'il faut embarquer tout le monde dans l'histoire pour pouvoir limiter, et en tout cas ne pas laisser un climat sexiste s'instaurer. Forcément le CSE, l'inspection du travail, le conseil des prud'hommes, le médecin du travail, le défenseur des droits, l'ARACT, l'ANACT, l'INRS, les associations comme le CIDFF, le planning familial, mais il y en a plein d'autres. Hein. Voilà, localement, c'est loin d'être exhaustif, tout ça. Voilà. Et justement, donc, à Sésame, quand on anime des formations, quand on fait de l'accompagnement d'équipe, c'est ce que je disais en début de webinaire, on a eu, on a ressenti aussi le besoin de vous outiller. Et c'est pour ça que vous avez dû tous voir le kit Stop Harcèlement, qui lui répond à un certain nombre d'objectifs. Donc, il est là pour vous accompagner et il est là pour que vous, élus CSE, vous puissiez devenir un animateur sur ce sujet dans l'entreprise, être force de proposition et être repéré en fait par les salariés, puisque je vous rappelle, seulement 2% des victimes portent plainte et on a 70% des victimes qui n'en parlent jamais à leur CSE, à l'employeur. Donc, il faut en parler, il faut libérer la parole. Pour cela, donc nous, on avait, voilà, dans le kit, on a mis en place l'affiche, une affiche qui est là pour dire, dans cette entreprise, c'est zéro tolérance. Ici, nous, on n'accepte pas le harcèlement, on n'accepte pas le sexisme. Voilà. Et pour ça aussi, on va donner un outil de médiation qui est un sifflet. Alors voilà, qui s'appelle le repousse-relou, parce que c'est relou. On a tous côtoyé au quotidien des relous. L'idée, c'est que ce sifflet, déjà, quand on le voit, on ne sait pas trop que c'est un sifflet. Donc, quand on le met dans les mains des personnes, ça permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'on le donne, qu'est-ce qu'on y fait et à quoi il sert. Il sert effectivement à siffler quand on en a marre, voilà. Et puis, en retour d'expérience, ce que je peux vous dire aussi, c'est que, par exemple, moi, j'ai une personne qui me dit « Ah, il est vachement bien ce sifflet parce que moi, je l'ai posé sur mon bureau. Je n'ai rien fait d'autre que le poser sur mon bureau. » Et quand on m'a demandé qu'est-ce que c'était, donc j'ai expliqué. Et la salariée dit depuis, moi, j'avais mes relous et depuis, ils sont plus relous. Donc, elle n'a même pas eu besoin de siffler. Rien que le fait de le montrer, de le voir, en tout cas, ça permet vraiment d'agir. Et moi, je me dis, si le sifflet, il a permis au moins à une personne d'être un peu plus sécure dans son environnement de travail, c'est gagné. Et puis, accessoirement, il peut servir aussi dans la rue, en sortant du travail, dans les transports en commun, parce qu'on repart du travail en transport en commun. Bon, voilà, ça permet vraiment de l'utiliser dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Et on a fait une carte postale parce qu'il faut que les salariés comprennent que vous, élus CSE, vous êtes là aussi pour recueillir la parole, pour écouter et pour agir. Et donc, du coup, cette carte postale,
Voilà, si on ne sait pas le dire, on peut l'écrire. Mais en tout cas, on peut voilà, aller à la rencontre du CSE ou le déposer dans la boîte aux lettres du CSE pour pouvoir dire qu'il y a quelque chose, là, il y a un problème. Et le violentomètre, donc c'est un outil bien connu voilà, en prévention, mais le violentomètre permet, en fonction des phrases qu'il y a dessus, etc., de pouvoir se dire, bon, bah là, je suis dans une zone jaune, ça veut dire qu'il y a un mécanisme à mettre en place pour éviter le glissement, ou là, je suis en zone rouge, donc c'est intolérable, c'est inacceptable, il faut voilà, réparer. Donc, l'idée, c'est que voilà, le kit Sésame, un outil concret au service des 3 niveaux de prévention. À cela s'ajoute forcément la formation, parce que moi, le webinaire, c'est une sensibilisation, mais ce n'est pas du tout la formation complète. Et puis, derrière, on a aussi les outils de sensibilisation, comme les ateliers. Voilà, des ateliers, j'en ai animé dans des journées dédiées à la prévention dans certaines entreprises. On peut faire ça aussi sur un moment sur le temps du midi réfectoire, ou alors sur un temps banalisé et vu avec l'employeur. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place qui dure très peu de temps, mais qui permet de comprendre ce que je vous ai expliqué. Les conséquences, voilà. C'est un peu comme la fresque du climat pour ceux qui en ont déjà fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les conséquences. Là, c'est tout ce qui est la discrimination jusqu'au viol. Et les causes, les stéréotypes, le sexisme, les conflits non gérés. Et on y va, en fait, dans cet atelier pour expliquer, de cette façon un peu provocante parfois, mais ça permet d'expliquer ce que c'est qu'un stéréotype pour pouvoir éviter de mettre tout le monde dans un même panier, en fait. Oui, il y a des hommes qui ne savent pas faire 2 choses en même temps, mais des fois, il y a des hommes qui savent faire 2 choses en même temps. Et il y a des femmes qui savent faire 2 choses, 3 choses en même temps, mais il y en a qui ne savent pas. Donc, voilà, on a voilà, plein de tous. Voilà, et quand on est blonde, on n'est pas forcément idiote non plus. Voilà. L'idée, c'est de travailler sur tous ces sujets-là pour déconstruire et apprendre voilà, à se respecter les uns les autres et à comprendre quelle est la limite voilà, pour éviter de porter atteinte à la dignité de ses collègues. Je fais FISA, mais l'idée, n'hésitez pas, on va pouvoir faire des questions-réponses après, mais je sais que j'ai Monsieur Loison pour le CIDFF qui est là et qui donc peut nous parler du CIDFF parce que c'est important, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout traiter vous-même. Vous devez pouvoir orienter les personnes vers les bonnes associations. Et donc, j'ai envie de laisser Monsieur Loison, merci beaucoup d'être présent. J'ai essayé de faire au plus vite pour vous libérer parce que je sais que vous êtes pris par ailleurs. On est sur une journée vraiment importante contre les violences faites aux femmes. Je vous laisse la parole. Oui, merci, Oui. bonjour. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Donc, enchanté. Donc, moi, Christophe Loison, je suis donc, membre du conseil d'administration du CDFF de la Manche et je suis donc le trésorier. Donc, effectivement, sur le CDFF, on a donc une association vieille avec un réseau sur toute la France. Le réseau est codifié dans le Code de l'action sociale et des familles, donc ce qui permet au CIDFF, en tout cas toutes les antennes de France, d'être agréées, de percevoir des subventions et des dotations de la part de l'État. Et donc l'objectif du CIDFF est d'apporter à la fois un accès aux droits, permettre l'autonomie des femmes et l'égalité homme-femme et l'insertion socio-économique des femmes. Tout ça dans un but, effectivement, égalité homme-femme, autonomie, et permettre aux femmes d'exercer leur propre choix. Ce qui est intéressant au sein des CIDFF, c'est que les orientations et les accueils sont anonymes, ce qui est nécessaire pour créer la confiance entre les usagers, en tout cas les femmes prioritairement, même si aujourd'hui les missions des CIDFF, elles s'adressent bien au-delà, elles s'adressent aussi à des hommes, mais c'est quand même majoritairement des femmes, et la gratuité. Donc, c'est vrai que ça peut être le CDFF un bon partenaire pour recevoir
des femmes qui seraient en situation de victime, avec cette nécessité, comme ça a été dit, de qualifier juridiquement de quoi on parle. Donc c'est vrai que je dirais la première raison d'être du CIDFF, c'est d'apporter un accompagnement juridique, puisqu'avec le juriste ou la juriste, il va y avoir une synthèse des faits et une identification et une qualification, parce que c'est quand même, bon, le ICDFF est bien plus large que le monde en entreprise, mais c'est quand même pas si simple que ça de qualifier juridiquement entre les propos sexistes qui glissent, comme ça a été fort bien dit, et que ça glisse pas aussi vite que la vidéo qui nous a été montrée. Ça prend du temps, et donc il y a des habitudes qui se prennent, des repères, donc c'est parfois même compliqué pour la victime d'identifier qu'elle-même, elle est victime. Et voilà, ça glisse jusqu'à un certain point. Donc, c'est très important de qualifier juridiquement, puisqu'effectivement, derrière, il y a des conséquences. Donc là, le CIDFF, est-ce que peut apporter le juriste, notamment, ça va être déjà d'écouter. Écouter sans, je dirais, impact, puisqu'il y a le secret professionnel, la confidentialité, l'anonymat, donc ça reste vraiment au sein de cet entretien. Le conseil, de dire voilà de quoi on parle, ce qui va permettre à la personne peut-être d'élaborer, de réfléchir, elle-même de prendre conscience, puis ensuite l'accompagnement. L'accompagnement qui peut être un accompagnement au dépôt de plainte en ligne, accompagnement éventuellement dans les commissariats, même si parfois c'est compliqué encore aujourd'hui en France d'accompagner des victimes auprès de commissariats, hein, suivant la personne qui nous reçoit, ils sont aussi débordés, enfin il y a tout un tas de problématiques, donc c'est parfois compliqué. Et puis aussi en interne, une réorientation, puisque l'accompagnement, il n'est pas seulement juridique, hein. Souvent, les personnes sont aussi dans des situations avec une remise en cause de l'estime de soi. Donc, il y a au sein des CIDFF des conseillers des conseillères conjugales et familiales, des psychologues. On a aussi des conseillers, alors peut-être moins vrai pour vous, parce qu'on a aussi, ces quelques dernières années, développé tout un tas de conseillers en insertion professionnelle pour permettre juste, parce que souvent on a aussi des femmes qui sont soit à mi-temps, soit qui ne travaillent pas depuis des années, qui sont en dépendance économique. Donc, on a aussi tout un volet d'insertion socio-professionnelle avec les ateliers de rédaction de CV, de remise en confiance, de groupes de parole. Voilà. Donc ça, c'est toutes les actions individuelles qu'il peut y avoir, mais surtout dans le cas du thème du webinaire, ça va être vraiment l'accompagnement, enfin l'écoute et l'accompagnement des personnes d'un point de vue juridique, et puis après, d'un point de vue psychologique, en fonction du retentissement pour la personne, puisque le harcèlement moral, enfin sexuel notamment, ça rejaillit sur l'état de santé des personnes et sur cette estime de soi. Et donc ça, c'est plus en individuel. Et ce que peut mettre en place aussi le CIDFF, ce sont des actions collectives avec des interventions en entreprise, justement, de sensibilisation. Pas nécessairement de formation, mais de sensibilisation, d'identification, de comment voilà, recréer un climat peut-être sain au sein d'équipes, mais surtout voilà, des formations, plus des actions de sensibilisation à un niveau plus collectif. Et après, donc chaque CIDFF est quand même indépendant, hein, c'est-à-dire qu'on a tous, il y a une fédération nationale, il y a des fédérations régionales, ça représente à peu près 2300 permanences. Donc le fonctionnement du CIDFF, en fait, ce sont des permanences soit au sein des locaux, soit dans différentes mairies, hein, donc on n'est pas non plus forcément sur juste, il faut prendre rendez-vous et aller dans un endroit spécifique, ça peut être proche de chez les personnes. Et puis, ça, c'est au niveau local, puisque chaque CIDFF est quand même indépendant. Donc, on peut aussi développer des interventions ou des permanences tout en préservant l'anonymat et la confidentialité, mais au sein des entreprises. Par exemple, le CIDFF de la Manche, il intervient sur l'Arsenal, et donc il y a une permanence juridique une fois par mois, voilà, où on peut recevoir tout un tas de salariés qui peuvent faire état de situations diverses et variées. On
parle beaucoup du monde du travail, bien évidemment, aujourd'hui, mais ça peut parfois aussi être dans un cadre familial et parfois ça peut être un peu des deux quand il y a des couples, des collègues ou voilà, des situations qui peuvent être sujettes à différentes problématiques. Donc après, je ne sais pas si, Madame Ambroise, vous voulez que je précise d'autres éléments Non, mais en ou fait, s'il y a des questions. ce qui me semblait intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le monde du travail, les élus de CSE, voilà, vous êtes des acteurs majeurs là-dessus, mais en tant qu'élu de CSE, vous animez aussi les activités sociales et culturelles. Et l'idée aussi, c'est permettre peut-être, vous pouvez être un réceptacle à un moment donné aussi d'une vie de salariés qui vit des situations compliquées chez eux. Et des fois, la porte d'entrée dans le CSE, c'est des questions sur le logement, des questions. Et petit à petit, en fait, moi, j'en ai plein, des exemples comme ça, où des élus me disent là, on fait du télétravail, mais on sait que tel salarié chez elle, elle vit des situations de violence. Donc, du coup, comment on peut agir, etc. Donc, oui, c'est-à-dire que le CDFF peut être votre interlocuteur pour les violences au travail, mais également aussi pour guider les salariés vers la structure quand ils vivent des violences intrafamiliales, notamment parce que là aussi, je ne vous fais pas état des chiffres, mais c'est catastrophique. Et donc, statistiquement, en fait, dans les entreprises, vous avez tous des salariés qui sont victimes de violences. D'un point de vue statistique, c'est obligé. Donc voilà, et en tant qu'élu de CSE, vous pouvez être aussi acteur du sujet. Donc ça me semblait, c'est pour ça que c'est bien, Monsieur Loison, que vous précisiez que le CDFF, il intervient sur tous les champs, en fait. Absolument. Et donc c'est très et c'est l'objet même du CDFF en fait et des fédérations de la fédération, c'est effectivement à la fois sur les violences, sur le sexisme, sur les situations d'égalité hommes-femmes, sur les situations économiques, sociales, dont l'objectif est vraiment d'assurer cette égalité et de promouvoir l'égalité hommes-femmes et de tout genre de manière générale. Voilà, donc vraiment, voilà, il y a un message que je veux vous faire passer, c'est en entreprise, vous les élus, vous êtes totalement légitimes pour agir. Voilà. En fait, tout vous regarde à ce niveau-là et vous avez tous les différents champs d'action pour pouvoir agir. Et donc, le CIDFF peut vous accompagner et Sésame également. Voilà. Et d'autant plus que c'est des situations qui évoluent aussi beaucoup liées aussi à l'évolution de notre société sur comment les notions juridiques. Encore récemment, la question du consentement a été réécrit dans les textes, qui va peut-être poser d'autres difficultés juridiquement, mais en tout cas, voilà. Et c'est pas seulement, contrairement aux idées reçues, on parle pas que du viol, on parle de manière générale de toutes les agressions, en disant bien et là, c'est expressément dit dans la loi que le consentement ne peut pas se déduire du silence. C'est parce que parfois, on se retrouve dans des situations où la victime ne dit rien. Elle ne dit rien, soit parce qu'elle est dans un état de sidération, soit parce qu'elle se retrouve dans une situation où elle peut ne pas être amenée à pouvoir dire quelque chose. Et là, elle s'est expressément dit que, voilà. Donc, voilà, le défaut ces questions-là, c'est des questions qui sont en perpétuelle évolution. Et donc, ça a été réécrit encore le 6 novembre 2015. Donc, on est vraiment dans des sujets d'actualité. Qui vont être amenés à évoluer. Et vous évoquiez aussi tout à l'heure les agissements sexistes. On fait une distinction entre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, mais si on reprend quand même la définition du code pénal, le harcèlement sexuel, c'est voilà, vous l'avez très bien dit de manière répétée, tout ce qui va être des comportements à connotation sexuelle ou sexiste. C'est-à-dire que même des agissements qui paraissent sexistes, parce que là, c'est posé sous forme de questions un peu de manière isolée, sauf que c'est jamais isolé, c'est toujours voilà, quelqu'un qui va faire ce genre de réflexion. Comme on lui dit jamais rien, finalement, ça s'installe et ça devient presque normal. Et donc là, déjà, le harcèlement peut être tout à fait caractérisé. D'où la qualification, l'écoute et comment les choses... donc c'est en ça que le CDFF peut effectivement apporter cet apport sur cette qualification juridique, que ce soit en entretien individuel, lorsqu'il y a des victimes, ou que ce soit sur des actions collectives de sensibilisation pour, je dirais...
parce que voilà, enfin, je veux dire, on a tous cette culture, ces stéréotypes, donc je pense que le fait de faire ces actions, vous, au sein de vos entreprises en tant qu'élus, CSE, c'est justement tout à chacun de faire émerger une prise de conscience, y compris chez les auteurs, parce que le harcèlement sexuel, notamment, vous faisiez référence tout à l'heure, Madame Ambrois, aux supérieurs hiérarchiques qui, voilà, vous vendrez une faveur sexuelle, peut-être même sur le ton de la blague. Voilà. Peu importe, c'est caractérisé. Là, pour le coup, il n'y a pas de répétition. Le harcèlement sexuel est caractérisé. Même si c'était, allez, je blague, voilà, c'était une blague. Non, c'est caractérisé. Donc, je pense que même à partir du moment où on en parle et qu'on fait des actions de sensibilisation, on se remet tous en cause. En tout cas, je dis ça en tant qu'homme, mais on se remet tout en cause sur notre propre fonctionnement aussi, tant en tant que témoin, comme on pouvait le voir sur la vidéo de propos, en tant que victime peut-être, et puis potentiellement en tant qu'auteur, en se disant, bah oui, là, peut-être que finalement, j'ai pas été... et on peut tous, je pense, se corriger. Donc, c'est l'intérêt aussi des actions collectives de sensibilisation. C'est ce que je vis, moi, dans les ateliers que j'anime de sensibilisation, où tout le monde comprend, en fait, qu'on a tous des biais, tous des stéréotypes qui paraissent anodins, mais voilà, qui, dans les faits, peuvent produire des comportements sexistes, ou voire plus, mais souvent, non, mais c'est « oh, je rigole ». Voilà, le « oh, je rigole ». On l'entend régulièrement, mais c'est comme tout, en fait, quand ça atteint la dignité de la personne qui est en face de nous, quand ça induit une perte de légitimité, de confiance, ça peut avoir des impacts très, très graves sur les personnes qui sont en face de nous. Quand on va à la machine à café et qu'on entend des blagues graveleuses en permanence, c'est peut-être rigolo une fois, 2 fois, puis après, comme on n'a rien dit, on continue à rien dire, et puis au bout d'un moment, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va plus à la machine à café, donc elle s'isole. Et puis après, les gens de l'équipe vont dire « oh, elle est chiante, elle vient pas, elle est pénible, voilà, elle est encore dans son coin ». Et donc, du coup, il n'y a plus de travail en équipe. Donc déjà, il y a un impact sur le travail pour l'employeur, mais pour la personne, en tout cas, il y a surtout un isolement, une perte de confiance très, très forte et qui peut amener à la démission, qui peut amener à ne plus oser postuler sur un poste qu'elle aurait pu prétendre auparavant. Enfin, voilà, il peut y avoir des conséquences quand même. Donc, il faut avoir cette culture, en tout cas, et ça passe par les ateliers de sensibilisation, cette culture de prendre soin des autres, et y compris dans l'entreprise. Je me permets d'intervenir. On a une question à savoir, est-ce que les élus de CSE ont le droit d'accompagner un ou une salariée au CIDFF, sur leur temps de travail? Nous, c'est plutôt la confidentialité, l'anonymat, mais après, c'est comme tout, c'est-à-dire que à partir du moment où la personne, elle vient avec la personne, on peut difficilement refuser, et de toute façon, c'est toujours sous l'anonymat. Mais après, ça va être du cas par cas, en fait. Ça va dépendre de... C'est pas rare que sur des profils, les personnes se sentent rassurées d'être accompagnées, notamment aussi, nous, on voit beaucoup d'assistantes sociales. Beaucoup, on a des orientations de la part des assistantes sociales, donc des fois, elles accompagnent parce que en tout cas, pour un certain nombre de femmes qu'on peut voir, elles sont totalement privées de leurs moyens. Elles ont tellement l'estime de leur confiance remise en cause qu'en fait, elles ne se sentent pas capables elles-mêmes de pouvoir verbaliser leur propre vécu. Donc après, ça va être probablement discuté. Alors, je pense que ça va être très personnel en fonction des CIDFF et de la personne qui va recevoir la parole de la personne. Mais c'est vrai qu'on va être confronté à la confidentialité, mais après, nous, on n'en fait rien. Je veux dire, on fait rien sans... C'est pas comme quand vous allez voir un avocat, où là, il va y avoir le secret, etc. Et puis, on va accompagner la personne, on va porter... Voilà. Là, c'est un petit peu différent. Donc, on garde une certaine souplesse. Et ce que je n'ai pas dit aussi d'ailleurs tout à l'heure, c'est que, bon, on peut être aussi à un niveau d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va nous aussi réorienter, pas cette fois qu'en interne, mais peut-être vers soit un commissariat, soit un avocat, soit un autre professionnel du droit ou autre. Voilà. Mais
accompagner, dans l'absolu, je dirais pas non. Mais après, dans les faits, bon, on n'en voit pas tant que ça non plus hein, de la part des élus CSE, pas encore en tout cas. Mais je pense que si la question se pose, moi, j'y verrais pas en tout cas d'inconvénient. Et puis, en tant qu'élu de CSE, vous avez un outil qui s'appelle les heures de délégation. Et donc, très clairement, vous pouvez, si la question c'est sur le temps de travail, en tant qu'élu de CSE, en tout cas, vous utilisez vos heures de délégation pour accompagner les heures de délégation. Vous pouvez les utiliser dans l'entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise. Donc, du coup, vous pouvez utiliser cet outil-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais devoir vous laisser, moi, du coup, Madame Ambrois. Et Oui. merci de m'avoir ben, invité et d'avoir permis de présenter le CDFF rapidement. Et puis, bon courage. Eh ben, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Et puis, nous, on passera, enfin voilà, après le webinaire, on passera les coordonnées du CIDFF, voilà, pour s'il y a besoin de mettre en relation. Merci. Voilà, ben, merci, Monsieur Loison. Et donc, ben, je voulais poursuivre. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions. Alors, la première question est souvent la plus difficile, mais à lever la main, à poser la question, ou alors à l'écrire dans le chat. J'en profite pour vous indiquer que Jeanne, dans le chat, vous avez le lien afin de commander votre kit Stop au harcèlement. Si jamais, ou en tout cas, vous avez toutes les infos récapitulatives sur ce lien. On vous l'enverra également par mail, je pense, à la fin du webinaire. Je vous enverrai par mail aussi quelques ressources. Alors, on a Monsieur Gori David, je suis désolée si j'ai mal prononcé votre nom, qui a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une petite question. Enfin, moi, je fais partie de l'entreprise La Poste. Hein. Je suppose que c'est pas tout le monde qui fait partie de cette entreprise-là aujourd'hui. On a des journées QVT, des qualités de vie au travail, qui sont organisées. Et j'aurais voulu savoir quelles associations, si vous avez des noms dans les Pays de Loire d'associations qui pourraient intervenir justement pour parler de ce sujet comme on en parle aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que vraiment détailler un petit peu ce qu'est un agissement, un harcèlement sexuel, et voilà. Donc, moi, j'avais trouvé des assos, mais qui parlaient plus des violences faites aux femmes, mais du coup, c'était un petit peu compliqué de faire intervenir des gens sur ce sujet-là en entreprise, parce que souvent, c'est des violences considérées familiales, hein, qui étaient dans le giron familial. Et du coup, je n'avais pas été trop suivi par mon employeur là-dessus. Donc, j'aurais voulu vraiment, le style ce que vous faites vous là aujourd'hui, s'il y avait possibilité de le retranscrire dans ces journées-là, quoi. Alors, la première association à laquelle je pense, c'est Sésame, puisque effectivement, donc moi, j'en ai déjà animé plusieurs, hein, des ateliers dans le cadre de journées comme celle-ci, où on fait ça sous forme d'ateliers ludiques. De pouvoir déflorer vraiment de quoi on parle, pour pouvoir qualifier les sujets et puis pour pouvoir en tout cas échanger de façon assez simple, en tout cas avec l'ensemble des participants. On fait ça sous forme de petits ateliers de 10-12 personnes. Et après, moi, il faudrait regarder autour de vous, dans l'écosystème associatif, ce qui existe vraiment. Moi, je viens de la Normandie, donc je peux vous dire, voilà, en tout cas dans la Manche, toutes les petites associations, mais le CIDFF est vraiment partout en France et il y a le planning familial également aussi. Voilà, c'est deux associations qui accompagnent, et là plutôt sur le volet juridique, mais comme Monsieur Loison vient de le dire, c'est plutôt, voilà, on accompagne là à ce niveau-là au niveau individuel, avec quelques ateliers de sensibilisation collective, mais je vois, nous, Sésame, par exemple, voilà, sur les ateliers collectifs, on est à même d'en proposer. D'accord, oui, moi c'était plus plutôt que le juridique, c'était plus pour faire prendre conscience aux gens qu'il faut en parler. Et voilà, et puis réveiller les consciences. Mais
Du coup, je vais juste une petite question, une autre question. Sur tous les chiffres que vous nous avez proposés en début de Oui. séance, du coup, comme c'est quand même quelque chose qui est un peu caché, pas toujours dénoncé, comment vous arrivez à ressortir des chiffres aussi précis par exemple, des victimes qui n'en parlent pas? Comment on sait, puisque par essence, ils n'en parlent pas. Et, alors, c'est pas moi qui sors les chiffres, c'est pas moi qui fais les enquêtes. Là, en fait, moi, j'ai pris, donc ce sont des données publiques, des données qui sont faites par le défenseur des droits, notamment le Haut Conseil à l'égalité. Et ces chiffres-là, il y a aussi l'Eurobaromètre, ils sont faits sous forme de sondage par des entreprises spécialisées et ils sont faits aussi par des enquêtes voilà, au niveau national ou européenne. Voilà. Après, vous donnez la méthodologie d'enquête, honnêtement, j'en suis incapable. Mais en tout cas, ce sont vraiment les chiffres officiels. Moi, j'ai pris 4 femmes sur 10, c'est l'Eurobaromètre de 2024. 86% des femmes qui ont été victimes, on est sur le Haut Conseil à l'égalité. Le défenseur des droits, c'est 49% des actifs, voilà, que je vous disais. Et 70% des victimes, on est aussi sur le défenseur des droits et on le retrouve aussi au niveau du ministère du Travail, ces chiffres-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tout a l'air clair. Donc, je peux reprendre la main? Oui. Du coup, on contacte le Sésame, par exemple, nous, Pays de Loire, on contacte le Sésame Pays de Loire et on essaye de mettre quelque chose en place avec des intervenants de chez eux. C'est ça? Exactement. Ok, très bien. Merci. Anne, on a une question à savoir, est-ce que nous pouvons intervenir dans toute la France? Quand je dis nous, je dis évidemment toi. Alors, oui et non. Alors oui, je suis normande, donc j'aime bien le oui et non. Oui, alors très sincèrement, je l'ai fait là dernièrement. J'ai eu une commande d'une entreprise et je me suis trouvée à me déplacer dans différentes régions de France pour pouvoir animer ces ateliers. Ça se programme, voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on discute ensemble. Et après, moi, j'ai des collègues aussi, voilà, dans d'autres régions de France qui sont aussi animent les formations. Voilà, et puis moi, mon outil que j'ai créé de sensibilisation, je le prête aussi à mes collègues. Donc voilà, en tout cas, vous avez un besoin, une demande, n'hésitez pas. Et il faut pas, moi, j'exclus pas les déplacements en France. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment qu'on se contacte et qu'on voit exactement comment on peut s'organiser. J'ai bien répondu, Manu? Je demande au chef quand même. Oui, c'est ça. Il faut nous indiquer pour le coup si c'est une vraie demande de votre part, les villes dans lesquelles il faudrait pouvoir intervenir. Parce que c'est vrai que toi, tu étais allé même jusqu'à Fessenheim, Avignon. Donc, c'est quand même beaucoup de temps de transport, d'hébergement. Voilà, il faut le considérer aussi dans le temps de travail, forcément. Et voilà, il y a d'autres collègues à Cyril en Pays de la Loire, il y en a d'autres, du coup, sur d'autres départements. Juste nous d'indiquer les villes pour qu'on puisse organiser et programmer ça. Là, je vois Alsace. Donc déjà, Fessenheim, on était déjà pas loin. On a une très bonne équipe de formateurs, formatrices du coup en Alsace, donc c'est tout à fait envisageable. Voilà, on a en Nouvelle-Aquitaine aussi, on a des équipes sur place pour pouvoir le faire. Enfin, on a du monde. Et donc on va vous indiquer, à la fin on va vous l'envoyer par mail, mais on va aussi vous le montrer à la fin du PowerPoint, le contact du coup Anne-Marie en l'occurrence chez nous qui suit comme Marine les formations, qui va du coup pouvoir prendre toutes vos demandes, vos questions, vos commandes éventuellement de kits ou autres, pour pouvoir les relayer aux bons interlocuteurs et vous tenir au courant. Les questions s'enchaînent. La Vendée aussi, donc oui, ça va être possible. Une question très importante, Manu, je ne sais pas si tu l'as vu par rapport au financement du kit harcèlement. Je ne sais pas si tu veux répondre, ou Anne, ou vous deux. Alors, là, quand vous mettez en place des ateliers de prévention, quand vous voulez mettre en place ces outils-là, très clairement, vous êtes dans votre rôle d'élu de CSE sur la prévention, donc dans vos missions d'élu de CSE. Et ça, ce sont des outils pour vous aider, vous, élu de CSE,
à vous emparer du sujet. Donc là, on n'est pas du tout dans l'activité sociale et culturelle, ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est pas du budget activité sociale et culturelle, on est sur du budget de fonctionnement du 02, puisque du coup, là, on est dans la prévention. Voilà, c'est très clair. Des outils de prévention, absolument. Et donc, sur le financement, on peut être à la fois sur le budget de fonctionnement, à la fois un financement employeur, parce que l'entreprise, elle a aussi voilà, ce rôle-là, ou les deux, peu importe. Voilà, et même après, si vous voulez imaginer les journées de la prévention ou des choses comme ça, voilà, c'est à mettre en place avec l'entreprise aussi. Voilà. L'exemple que je vous donnais, les ateliers de sensibilisation, c'est le CSE qui a commandé, l'exemple que je vous ai donné, et c'est l'entreprise qui paye. C'est vrai que même pour tout cela, ça a été assez significatif quand on a commencé à travailler tous les deux sur le sujet, pour le coup, parce que du coup, il n'est pas nouveau, malheureusement, il existe. Il n'y a pas que MeToo qui a révélé un certain nombre de choses en France ou dans le monde, mais concrètement, dans l'entreprise, c'est pas facile d'avoir des éléments, c'est pas facile de mesurer, comme disait monsieur. Je t'avais posé cette question-là, comme je te la pose souvent, et qui n'était pas du tout provocatrice, mais qui était de dire, puisque tu as fait plein d'ateliers de sensibilisation, donc du coup, tu as vu beaucoup de salariés, beaucoup de gens partout, à te dire, même si ce n'est pas une statistique en soi, mais est-ce qu'il y a vraiment autant de problèmes que ça d'agissements sexistes dans les boîtes? Et tu m'as répondu... Tu te rends même pas compte. Voilà, c'est bon. En même temps, je suis là pour parler du sujet et donc du coup, forcément, moi, je récolte toute cette parole. Je pense notamment à vraiment une entreprise où j'ai tourné entre tous les établissements pour le faire et à chaque fois, en fait, on a soulevé des sujets. À chaque fois, parce que animer des ateliers de sensibilisation, c'est chouette, mais on a aussi potentiellement on a aussi des personnes qui sont victimes qui assistent à ces ateliers. Et moi, ma vigilance, c'est vraiment de prendre soin de tout le monde. Et donc, du coup, on libère la parole, mais voilà, il faut prendre soin aussi des personnes. Et derrière, il faut traiter le sujet. Et je le fais avec les élus de CSE, voilà, systématiquement. Donc, oui, des situations diverses et variées, plus ou moins graves. Mais moi, je suis allée à chaque... Alors, je vais vous épargner tous les détails, mais... dans chaque atelier, je suis allée systématiquement de la prise de conscience d'agissements sexistes jusqu'au viol. Voilà, je suis allée jusque-là dans les ateliers que j'ai animés. Et pourtant, avant de commencer chaque journée, les élus me disaient « Oh, chez nous, il y a une bonne ambiance, tout se passe bien. » Donc, voilà. Donc oui, c'est malheureusement, et je vais peut-être faire des séances de psy à la fin de chaque journée, parce que voilà, on récupère quand même une parole qui n'est pas si simple. Alors, je vois des mains levées. Marine, j'ai du mal à lire les... Justement, alors on a encore Monsieur Gori et on a Madame Loyer-Carole. Alors, le premier à devoir lever la main, c'est Monsieur Gori. Oui, bonjour, bonjour Carole, je pense avant toi, je te donne la main tout de suite après, on se connaît. Oui, du coup, en tant qu'élu, et moi je suis référent, d'ailleurs Carole aussi, ma suppléante, j'aurais voulu savoir quelle est l'obligation pour l'employeur de former ses référents. Parce que ça fait 1 an que nous on est passé en CSE, ça fait 1 an qu'on réclame une formation, et ça vient pas, quoi. Donc, est-ce qu'il y a une obligation de ce côté-là? Et oui, parce que là vraiment, on est un peu coincé. Alors, oui, en tant qu'élu CSE, référent CSE, il faut que vous soyez formé. Et j'ai envie de dire, là, maintenant, soyez proactif. Vous programmez une formation référent CSE et vous la soumettez à l'employeur. N'attendez pas que... Du coup, moi, voilà, dans le conseil, là, je vous dis, n'attendez pas que l'employeur vous soumette une formation, mais allez-y, programmez la formation et puis voilà. Après, c'est comme la formation SSCT. C'est voilà, cette formation-là, la formation SSCT, elle est obligatoire et c'est à vous de choisir aussi voilà l'organisme de formation avec lequel vous voulez travailler et la temporalité. Mais alors, c'est pareil, il y a la formation du référent harcèlement, donc c'est bien, mais c'est bien aussi quand l'ensemble des élus CSE sont sensibilisés au sujet. Puisque du coup, les salariés peuvent interpeller n'importe quel élu de CSE. Après vous pouvez renvoyer vers le référent.
Mais il faut savoir aussi qu'il y a des fois un contrat de confiance en fait entre deux personnes. On interpelle tel ou tel élu de CSE parce qu'on le connaît, parce qu'on le côtoie, parce qu'on a confiance en lui. Et du coup, ben voilà, c'est bien aussi d'être sensibilisé au sujet et ça permet aussi aux référents de travailler en équipe parce que ben c'est pas facile d'être tout seul de son côté. Donc vous êtes une équipe et vous pouvez aussi voilà, travailler collégialement sur le sujet, même s'il y a une partie confidentielle, une partie liée au rôle de référent. Mais ça permet, voilà, en tout cas, de partager. Et comme je le dis souvent, il y a beaucoup plus d'idées dans plusieurs têtes. Et donc, du coup, ça permet de se confronter et de répondre, en tout cas, plus simplement aux salariés. Après, il y a le référent entreprise et le référent CSE. Puisque du coup, c'est l'obligation de l'employeur. Chacun dans ses prérogatives, mais il y a aussi un travail en commun à mettre en place. Enfin, voilà. On voit tout ça dans les formations référents. Oui, oui, tout à fait d'accord avec vous, hein. Je pense qu'on est des lanceurs d'alerte, mais tous, quoi. Hein, c'est pas que le Tout à fait. référent ou la commission qui gère. Je pense que tout le monde, à son niveau, doit intervenir s'il s'aperçoit quelque chose. On est d'accord. Absolument. Exactement. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien animer cette formation pour une équipe et pas uniquement pour un référent dans une équipe. J'en profite, je me permets à faire une petite transition. Nos formations spécifiques sur la thématique du référent harcèlement et des agissements sexistes sont accessibles à tous les élus et pas que aux référents. Et elles sont accessibles autant en inter-entreprise, c'est-à-dire que vous venez à des dates initialement prévues avec d'autres élus de CSE, mais également en intra, où là, on fait déplacer un formateur ou une formatrice pour votre équipe uniquement. C'est parfois plus simple si vous voulez aborder des situations que vous avez pu rencontrer qui sont pas forcément faciles à évoquer autour d'une table. Voilà, c'est des formats qu'on peut faire sur ces thématiques-là. Donc on a Madame Carole Loyer qui levait la main également pour une question. Oui, donc je suis dans le même CSE que David. Nous aussi, ce qu'il y a, c'est qu'on a voulu mettre des choses en place pour faire un peu de prévention. On nous a dit que c'était pas à nous de faire ça. En gros, on est juste là pour faire remonter les faits à la DRH et puis ça s'arrête là, quoi. On n'a rien d'autre à faire, hein. Du coup, nous, ça nous gêne un peu. Est-ce que c'est normal ou pas? Parce qu'on a l'impression qu'on sert clairement à rien, du coup. Et parce qu'on voulait mettre des petits livrets en place ou des choses comme ça, quoi, pour parler de tout ça. On nous dit non, c'est pas où de le faire, c'est à la poste. Et il y a quoi d'autre? Qui c'est qui paye cette formation-là, si on l'a fait aussi, du coup? Eh bien, l'employeur. L'employeur paye cette formation. Donc voilà, allez-y. Hein, voilà, on peut voilà, vous aider, vous donner les textes voilà, pour pouvoir accompagner cette demande de formation. En termes de méthode, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de préparer les choses. C'est-à-dire que si vous mettez en place des livrets comme ça, l'employeur peut être surpris. Moi, j'ai eu des fois des équipes qui me disent non, mais moi, le directeur, il nous a dit non, ou alors il a eu très peur parce qu'il a cru qu'il y avait des cas graves dans l'entreprise. Et l'idée, c'est que voilà, quand vous demandez, quand vous devez rendre un avis motivé en entreprise, l'employeur, il vous donne son projet et puis vous ressortez les positifs, le plus, le moins et vous donnez votre avis motivé. Et bien là, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que faut mettre le sujet à l'ordre jour du CSE et puis vous expliquez votre démarche. Voilà, nous, en tant qu'élu de CSE, on se sent investi de ce rôle-là, c'est important, c'est notre rôle. Vous avez votre rôle en tant qu'employeur, parce que la responsabilité, c'est l'employeur qui l'apporte. Hein. Vous n'êtes pas co-gestionnaire du CSE et de l'entreprise. Et donc, du coup, l'employeur, lui, sa responsabilité, c'est de veiller à la santé, à la sécurité de ses travailleurs. Et effectivement, les risques psychosociaux en font partie. Et en l'occurrence, là, en fait, en termes de méthode, moi, ce que je vous conseille, c'est de préparer le terrain en disant, voilà, en termes de prévention primaire, on veut mettre en place des ateliers de sensibilisation. Nous, on a besoin en tant qu'élus d'être formés. Et vous prévoyez un calendrier et vous expliquez en fait pourquoi vous le faites, le bien fondé, et vous montrez, vous donnez en fait les consignes appropriées voilà, à l'employeur. En gros, je reprends les éléments de langage de la prévention, mais voilà, l'idée, c'est d'être très clair sur ce que vous voulez faire et pourquoi vous le faites. Et ça, rien ne vous on a fait, hein, on en a parlé en CSE, tout le monde était d'accord, sauf la Poste.
Mais qui a en dit fait, non, c'est pas à vous de distribuer des livrets. Oui, ça existe, mais non, vous n'avez pas à faire ça. C'est pas à vous de faire ça. Donc on a dit, en fait, on ne sert pas à grand-chose. Elle a dit, il faut demander aux gens s'ils ont des problèmes, et si vous nous faites remonter. Mais tout ça, on l'a dit, hein, ça a duré plusieurs CSE d'ailleurs. d'accord. Eh ben, C'était dans incroyable. ce cas, mais en fait, ce que vous vouliez faire, c'était parce que vous demandiez à l'employeur de tout payer, ou est-ce que c'est comment? Non, on a dit, est-ce qu'il existe des livrets à la poste, parce qu'on sait qu'il y en a, donc voilà, ou est-ce qu'on ne peut pas essayer de créer quelque chose pour pouvoir distribuer à des gens en disant, attention, ça tu peux pas, ou ça se dit plus, on n'est plus en 1980, ou enfin des petits trucs ludiques, quoi, un truc. Mais je sais qu'à la poste, il existe des choses, et on a dit, est-ce qu'on ne peut pas distribuer pour la poste, par exemple. Et on nous a dit, non, de toute façon, il y a vos noms d'affichés, en gros, c'est suffisant, quoi. Bon, il va falloir toujours travailler sur le dialogue social, il va falloir toujours. Mais en fait, vous êtes légitime, très clairement. Moi, vraiment le message que je vous fais passer là, c'est que vous êtes totalement légitime pour agir. Et en fonction, il faudrait creuser dans votre cas particulier de votre CSE, mais on peut, enfin voilà, en tout cas, Sésame, avec l'appui conseil, avec l'accompagnement, en tout cas, on peut vous apporter des éléments de réponse en s'appuyant sur des articles, en s'appuyant sur des outils pour pouvoir vous aider à faire une contre-proposition aux objections de l'employeur. Ok, parce que même on devait se voir tous les 2-3 mois pour voir comment ça évolue, s'il y a des cas, tout ça, et ça fait 1 an, on attend encore, quoi. Enfin, il n'y a rien eu du tout. Et à chaque fois, David y relance, et puis il attend toujours, quoi. Ce rame ne voit-tu rien venir, il n'y a rien. Eh bien, ce que vous pouvez dire à l'employeur, c'est qu'il a une obligation de prévention, une obligation, en tout cas, de préserver la sécurité de ses salariés. Il faut qu'il... Voilà. Et là-dessus, c'est son rôle. Et donc, vous êtes force de proposition en la matière, mais c'est bien à lui qui incombe cette responsabilité. Donc, il y a défaut de responsabilité. Ok. Et un panneau d'affichage, ce n'est pas suffisant, on est d'accord? Alors, l'affichage, il est utile parce que ça permet de dire qu'ici, on a 0 tolérance, mais c'est loin d'être suffisant. Et puis, on le sait, en prévention, il faut répéter les choses régulièrement. Il faut diversifier les outils, en tout cas, pour que ça fonctionne. Ok, merci beaucoup. Merci Anne. On a Monsieur Bouchot qui a levé la main. De la MJC. Tout à fait. Alors, il faut activer votre micro. Hop. On ne vous entend pas, Monsieur Bouchot. Voilà, c'est bien, ça doit être déjà bien. Voilà, donc, des choses intéressantes, très clair. Donc, une petite question, quand on a une réflexion sexiste en développement. Alors, attendez, je vous entends très mal. Donc, je vais parler plus lentement. Quand on entend une réflexion sexiste en réunion de travail, en réunion avec des usagers, comment on peut intervenir en tant que CSE, parce que dans leur discours, on peut pas créer un conflit, notamment entre deux hommes, par exemple. On ne vous entend pas du tout, monsieur. Vous m'entendez bien, bon, désolé. Est-ce que vous pouvez écrire votre question dans... La question, je l'écris dans la conversation ou dans réagir? Alors, vous pouvez l'écrire dans la conversation. D'accord, ok, je vais faire. Merci. Merci. Sur l'ordinateur. Alors, en attendant cette question, j'invite, c'était Madame Robert Collin, Aurélie. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, je voulais rebondir aussi sur ce que disait Carole Loyer tout à l'heure, parce qu'effectivement, je trouve que des fois, c'est un peu tabou aussi encore dans certaines entreprises, qui plus est quand elles sont assez masculines. Moi, je travaille je suis dans le CSE de la maison Lacheteau, qui est surtout le secteur Loire, qui est du coup très, très masculine dans ses équipes viticoles ou bien dans ses équipes industrielles. Et aussi un peu, pas vieillissante, mais il y a quand même beaucoup de salariés qui sont là depuis très longtemps.
c'est toujours un peu tabou parce qu'on a l'impression que dès qu'on parle de ça, ah bah oui, on a toujours plein de réflexions. Bah, de toute façon, on peut plus rien dire. Enfin, on peut plus, voilà. Ils ont du mal à comprendre certaines personnes que des fois, ben, ils pensent que c'est amical en fait des fois de faire certaines réflexions, mais ça ne l'est pas quoi. C'est pas, ça peut rigoler une journée, mais bon, quand c'est tous les jours et c'est très difficile de. Donc moi, je sais que j'ai sollicité souvent le CSE pour dire, ben voilà, ce serait bien de faire plus d'actions, comme vous dites. Et moi, je trouve que ces kits là que vous proposez, ben tout de suite, ça peut faire réagir parce que nous, on a des sites viticoles où on a des fois 5 ou 6 salariés seulement. Mais s'il n'y a qu'une femme, la pauvre, c'est quotidien. Et le fait d'avoir des affiches, et je pense que ça peut bousculer un peu d'avoir des affiches ou des interventions. Et moi, donc, je voulais bien me faire confirmer qu'on pouvait éventuellement faire passer ça sous pas forcément à l'entreprise, mais en tout cas, nous, on a des budgets de fonctionnement des fois qui sont difficiles à utiliser parce qu'on ne peut pas mettre des fois tout et n'importe quoi. Donc ça, on peut confirmer que ce genre d'intervention, ça passera sur le budget de fonctionnement. Je vous le confirme je vous le confirme et je me le suis fait confirmer par des inspecteurs URSSAF, donc je vous le confirme doublement. Non, c'est vraiment dans le rôle de prévention. Donc du coup, on est très clairement sur des outils d'aide aux élus et ce ne sont pas des cadeaux aux salariés. Donc du coup, c'est bien du fonctionnement. Pour savoir ce qu'on dépense sur le fonctionnement, ce qu'on dépense sur les ASC, c'est quand c'est pour les salariés. Voilà. Et sur le budget de fonctionnement, c'est pour les élus. Et donc, pour les élus, cet outil-là, c'est un outil d'accompagnement, un outil pour vous aider, vous, dans votre rôle d'élu de CSE, qui est un rôle d'interpellation auprès de l'employeur, de représentation des salariés. Oui, d'accord. Donc, c'est quand même pas... Alors oui, nous, on va distribuer ça sur les sites, les affiches, etc. Mais par contre, c'est pas des interventions que l'on peut faire auprès de salariés. C'est d'abord des formations, des interventions que vous ferez auprès des élus. Alors, après, donc il y a le kit. Tout le kit, c'est le budget de fonctionnement, il n'y a pas de souci. La formation, c'est du budget de fonctionnement pour les élus, pour vous, élus de CSE. Ouais. Et après, il y a les ateliers de sensibilisation. Voilà, les ateliers. Ouais. Les ateliers de sensibilisation, c'est bien un outil de prévention. On peut même l'inscrire dans le DUERP, on peut même, on peut, en tout cas, sur les ateliers de sensibilisation, ce sont les salariés qui assistent à ces ateliers, mais on est bien là pour animer la prévention dans l'entreprise. Donc, du coup, c'est budget fonctionnement moi, je vous incite à essayer de faire en sorte que ce soit l'employeur qui paye. Oui. Anne, je me permets de rebondir sur le kit, les affiches. Si les affiches, c'est une question qu'on nous a posée assez régulièrement en formation. Les affiches, si on souhaite les afficher dans les locaux, peu importe où, en dehors du local CSE, est-ce qu'il faut l'autorisation de l'employeur? Oui. Voilà. Oui. C'est tout. Du coup, on a eu la question de Monsieur Bouffot. Donc, je vous lis. Quand on entend une réflexion sexiste en réunion, comment un élu de CSE peut intervenir sans créer un conflit qui n'a rien à voir avec le sujet de la réunion? Bonne question. Alors, quand on entend un propos sexiste au sein d'une réunion, l'élu de CSE peut réagir, mais n'importe qui dans la réunion peut réagir. Déjà, c'est pas que de la responsabilité de l'élu de réagir, c'est la responsabilité individuelle de chacun de pouvoir dire là, ce propos, il dépasse. Il dépasse ce qui est acceptable. Ou alors c'est de renvoyer des fois la question, est-ce que vous vous rendez compte, voilà, en termes de représentation, ce que vous venez de dire, ou alors c'est de trouver, avoir un réflexe, en tout cas, de dire ça, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça, je le mets dans le compte rendu de réunion ou bien. Et ça permet
des fois, rien que sans dire que c'est sexiste, la personne comprend qu'elle dépasse les limites. Voilà, donc c'est un entraînement à avoir, mais c'est juste lire, bon, alors, là, ce que tu viens de dire, ça dépasse ce qui est acceptable. Voilà, on va essayer de reformuler les choses autrement. Voilà, voilà. Mais après, ça dépend le contexte, ça dépend la nature de la réflexion et ça dépend les personnalités des uns et des autres. Mais en tout cas, le propos sexiste en réunion, que ce soit entre collègues, en réunion de CSE ou autre, ce n'est jamais acceptable. Donc, il faut mettre le garde-fou. Et le garde-fou, c'est d'avoir un réflexe, de dire là, ça va trop loin, t'accepterais qu'on dise ça à ta femme, t'accepterais qu'on dise ça à ta fille. Enfin, voilà, ça dépend vraiment le contexte et de ce qui se passe. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci. Alors, on a à nouveau Monsieur Gori qui souhaite poser une question. Oui. Je suis désolé, c'est un sujet qui me parle, donc du coup, j'ai pas mal d'interrogations. Quand il y a des enquêtes, il suffit qu'on soit un lanceur d'alerte, hein, on est alerté sur un cas particulier. Est-ce que les référents dans les entreprises peuvent participer aux enquêtes ou pas? Bien sûr. Donc on peut demander ou c'est d'usage qu'on appelle le référent pour participer? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que comment est-ce que vous avez défini entre vous, est-ce que vous avez pris des modalités spécifiques en cas d'enquête, enfin vous désignez, alors il y a des représentants de l'employeur, des représentants du CSE, et vous, en tant que CSE, vous pouvez vous mettre d'office parce que vous êtes au CSE et parce que ça fait partie du fonctionnement d'une enquête. Après, vous avez sûrement un règlement intérieur aussi de CSE. Et dans le règlement intérieur du CSE, est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui sont écrites à ce niveau-là? Est-ce que vous avez négocié aussi à ce moment-là des prédispositions, enfin une méthode d'enquête, voilà. Donc il faut ouvrir votre règlement intérieur de CSE, mais en tout cas en tant qu'élu de CSE, vous êtes de facto en fait, voilà, de droit dans cette enquête. Ok, merci. Alors, j'ai une question à propos du harcèlement moral, savoir si des ateliers de prévention existaient. Je me suis permise d'indiquer qu'au sein de Sésame Pays de la Loire, en tout cas, on a mis en place une formation dédiée au harcèlement moral en complément de la formation harcèlement sexuel. Mais Anne, si tu veux rebondir sur les ateliers, je t'en prie. Alors, les ateliers, ils naissent dans ma petite tête en fonction des demandes. Mais en tout cas, sur le harcèlement moral, en fait, moi, je vous ai décrit le harcèlement sexuel, la répétition, le facteur aggravant, etc., etc. Mais sur le harcèlement moral, on a le même mécanisme, en fait. En tout cas. Donc, du coup, c'est aussi l'organisation du travail, c'est aussi parce qu'on ne règle pas des conflits, c'est aussi parce qu'on laisse glisser un climat délétère dans l'entreprise que les choses arrivent. Donc, du coup, alors, la formation, voilà, telle que Sésame Pays de la Loire propose, etc., ça permet déjà, d'une part, pour vous, en tant qu'élu de CSE, de vous approprier le sujet de façon plus approfondie, mais également, c'est de pouvoir... l'atelier de sensibilisation, en fait, il se crée au cas par cas, je pense, dans un premier temps, mais nous, on n'a pas un atelier aujourd'hui tout préfet sur le harcèlement moral. Mais je ne ferme pas la porte. Voilà, en gros. Eh bien, on avait dit jusqu'à 15h30. Voilà. Donc, je n'ai dépassé que de 10 minutes. C'est un exploit pour moi. Je ne sais pas s'il y a une dernière question ou pas. Je n'ai pas l'impression. Alors, dans le chat, on n'a pas d'autres questions. Bon. Eh bien, voilà, on va pouvoir clôturer ce séminaire. Donc, pour résumer ce qu'on s'est dit,
c'est important de comprendre de quoi on parle, ce que c'est que la discrimination, ce que c'est qu'un agissement sexiste, ce que c'est qu'un harcèlement sexuel, une agression sexuelle et un viol. Voilà. Mais que cela, ça n'arrive pas par hasard. Ça arrive parce qu'on a laissé les choses s'instaurer dans l'entreprise et parce qu'on n'a pas réagi, on n'a pas mis les bons garde-fous au bon moment. Et donc, du coup, il faut pouvoir agir. Et vous avez les moyens d'agir. Vous avez vos référents harcèlement sexuel, agissement sexiste en entreprise. Vous êtes élu de CSE et donc vous êtes légitime sur le sujet. Et puis, il faut mettre en place, parce que l'employeur, c'est lui qui a cette responsabilité de préserver la sécurité de l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Et donc, il faut que vous puissiez, et vous êtes tout à fait légitime, je le rappelle, légitime pour pouvoir proposer des actions de prévention dans l'entreprise, que ce soit de la sensibilisation jusqu'à recevoir la parole en fait d'une salariée victime. Voilà. Donc, pour ça, nous, Sésame, on vous accompagne. Pour les victimes, le CIDFF, mais il y a d'autres associations, mais le CIDFF notamment vous accompagne. Et puis, après ce séminaire, donc nous, on vous enverra par mail des ressources pour pouvoir poursuivre l'engagement. Et surtout, n'hésitez pas à appeler Anne-Marie. En tout cas, nous, à Sésame, Pays de la Loire, Sésame Normandie, enfin voilà, Sésame, dans n'importe quelle région vous êtes, Nouvelle-Aquitaine, etc., mais on trouvera les moyens pour répondre à vos questions et vous accompagner au maximum sur le sujet. Voilà. Une idée, un problème, réflexe, Sésame, et on est là, on vous oriente. Voilà. Moi, j'ai trouvé un slogan de fin que je n'avais même pas imaginé. Et j'en profite également, Monsieur Goury, vous demandiez des contacts au niveau local, et c'est des choses qu'on peut vous donner aussi en direct vers des personnes vers qui vous tournez pour trouver de l'aide, en dehors de nous, évidemment. On pourra vous donner des contacts. Très bien, parce que j'ai fait quelques recherches, à vrai dire, et j'ai pas vraiment trouvé. C'était, comme je vous disais, c'était surtout sur les violences faites aux femmes, mais en général, et surtout dans le milieu familial. Donc, du coup, pour intégrer ça dans une entreprise, c'est un peu compliqué. Mais oui, Monsieur Loison disait tout à l'heure, en tout cas, que le CIDFF, par exemple, de la Manche, intervient donc à Naval Group, qui est une grande entreprise, mais c'est souvent un travail. Enfin, pourquoi ils le sont et qu'il y a une permanence là-bas? Parce que ils sont très nombreux sur le site, mais également ça a été une négociation entre le CSE et l'employeur pour pouvoir mettre en place ce type de permanence. Donc voilà, il y a des choses qui sont faisables parce que dans les salariés, il y a les violences faites au travail, mais il y en a aussi qui sont victimes de violences intrafamiliales. Donc du coup, ça permet ce type de choses. L'idée, c'est que on peut aussi avoir un message de prévention dans l'entreprise, violences intrafamiliales, etc., contacter telle ou telle association. Mais dans l'entreprise, moi, ce qui me semble important, c'est que l'interlocuteur, ce soit vous. Parce que, je vous ai dit, 70% n'en parlent jamais à leur employeur. Et donc, s'ils ne viennent pas vous voir, le sujet ne peut pas être traité dans l'entreprise et donc on ne peut pas arrêter cette chaîne de cause à conséquence. Donc, du coup, c'est important que vous puissiez, vous, récupérer cette parole pour pouvoir agir en prévention. Oui, du coup, d'où l'intérêt d'avoir un maillage vraiment très important au niveau de tout le territoire concerné, parce qu'évidemment, quand tout seul, on ne peut rien faire. Il faut s'appuyer sur l'ensemble des acteurs qu'il y a dans l'entreprise. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Merci. Voilà. Et pour clôturer, donc je vous partage cette petite dernière vignette, puisque du coup, nous, on a besoin, en tout cas en permanence, d'améliorer, de peaufiner. Et donc, je vous invite vraiment à scanner ce QR code pour répondre à l'enquête, savoir, pour partager votre ressenti. Je pense que j'ai rien oublié. J'étais en train de réfléchir. Non, on a fait le tour. Je pense qu'on a. Après, approfondir, c'est se former, c'est aller plus loin, c'est mettre en place des actions, c'est partager, échanger, libérer la parole.
Il y a encore du boulot pour nous tous, hein, largement. Malheureusement. Malheureusement, et j'ai envie de dire, enfin, de ce que moi je constate en entreprise, on a un recul hein, sur ces droits-là et sur ce sujet-là. Les plus jeunes générations, et heureusement, ont une tolérance un peu moins grande, mais pas que, parce que voilà, on a aussi, des fois, on a envie de se dire, ah non, mais ça, c'était bon avant, mais on n'a plus ce genre de réflexion aujourd'hui, et à chaque fois, si on découvre que ben, il y a des sujets et des propositions indécentes, voire plus graves. Très bien. Ah, le QR code, a priori, ne fonctionnerait pas. Ah. Si. Voilà. Je vais vous mettre le lien directement dans le chat pour pouvoir y répondre si jamais Et le a QR priori, code il ne marche. fonctionne pas. Il marche. Ah. Donc, très bien. On s'en arrête là? Eh bien oui, parce que de toute façon, on peut raccrocher, le QR code fonctionnera toujours. Si tout le monde a eu le temps de le flasher, et ben dans ce cas-là, moi je vous propose de passer une bonne fin de journée, que je ne vous empêche pas de dormir quand même. Et puis n'hésitez pas, voilà, Sésame, on est là. Eh bien merci tout le monde, et puis bonne fin de journée. Au Merci revoir. à vous. Au revoir. Merci à tous. Est-ce que Anne, Marine, Jeanne, on peut rester en ligne Yes. quelques minutes? Oui. Oui, oui, oui. Oui, j'essaye d'arrêter l'enregistrement. L'enregistrement, ouais.